La peur de prendre la parole en public est la troisième peur la plus commune au monde. Devenir un expert de la prise de parole en public, c'est ce que l'on vous propose dans l'épisode de cette semaine sur InPower. Je reçois Sana Boukelfa El Kehal, professeure d'art oratoire pour les plus grandes universités françaises. Par quel bout je vais commencer ? J'ai eu tellement peur de rougir que c'est trop bizarre, mais j'ai rougi. La confiance en soi avec un grand chapeau, elle n'existe pas. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Apprendre à prendre la parole, c'est une des compétences les plus utiles. Comment gagner en aisance à l'oral ? Comment apprendre à convaincre ? Quels sont les outils à maîtriser pour atteindre ses objectifs ? J'aide les gens à se raconter avec éthique et tact. T'as toujours été à l'aise pour prendre la parole ? Au pire quoi ? Au pire c'est non. Comment on travaille sur le paraverbal et le non-verbal ? Le naturel ne remplacera aucune préparation. Le silence dans une prise de parole est parfois ce qui fait le plus de bruit. La phobie. Donc prends le temps de marquer des silences devant des mots dits importants. Alors qu'en France, en moyenne, on peut dire de 12 manières différentes la même chose. Cette peur de ne rien avoir d'intéressant à dire. Arriver avec un small talk qui ne parle pas de la pluie et du beau temps. Et là, il y a 5 questions indispensables à se poser. La vérité, c'est que c'est faux. Je ne suis pas comme ça. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Sana. Bonjour Sana. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci. Écoute, je suis très contente de te recevoir pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce que tu fais m'interpelle et me sert énormément. Et parce que j'ai pas mal de messages, tu vois, de personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi tu reçois que des personnes connues ? On s'identifie pas forcément, etc. » Et en fait, bon, le fait est que, dans les faits, les gens regardent beaucoup plus les épisodes avec des gens connus. Mais qu'en fait, j'ai bien envie, cette année, de recevoir des experts dans leur domaine pour partager des clés qui puisse aider vous, les personnes qui écoutez ce podcast. Et tu en fais partie parce que tu es experte, on va dire, en prise de parole, en éloquence, en storytelling. Et juste, je vais partager comment on s'est rencontrés et après je te demanderai de te présenter. Mais on s'est rencontrés parce que j'ai eu la chance d'être nommée rôle modèle par la Fédération du prêt-à-porter. Donc en France, ils organisaient un événement fin décembre. Événement pour lequel je devais prendre la parole. J'avais un discours à faire et en fait, ils m'ont proposé d'être coachée par toi pour pouvoir préparer ce discours. Et c'est là que je t'ai rencontré et j'ai trouvé ton approche vraiment géniale. Donc maintenant que tout ça est dit, Sana, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Déjà, merci. Je suis honorée d'ouvrir le bal des gens pas connus qui vont partager des conseils qui peut-être le sauront un petit peu plus. Et pour me présenter, je commencerai par dire que j'ai grandi sans la télévision. Faut imaginer, c'est comme aujourd'hui un ado ou un pré-ado qui grandit sans Internet et sans les réseaux sociaux. Ce qui fait que le lundi matin, quand j'arrivais dans la cour de récré, j'étais un peu la pirate qui naviguait dans cet océan de la cour de récré. Et à l'époque, tous les camarades parlaient du film du dimanche soir qu'ils avaient vu avec leurs parents. Et moi, je pouvais pas en parler parce que je l'avais pas lu. Et plutôt que de sombrer un peu dans cette mélancolie, tu vois, comme une abeille qui a le nez collé sur la vitre et qui peut pas goûter à ce pot de miel, j'ai décidé de devenir la conteuse de mon propre royaume. Et au lieu de parler de films, je partageais les mythes grecs et orientaux que mes parents, que ma grand-mère me racontaient. Et le lundi matin, en fait, ça devenait une scène de one-woman show. Et ces histoires-là, elles plaisaient. J'ai donc décidé d'en faire un métier. J'ai fait des études pour apprendre comment un peu plus structurer, clarifier ces histoires et les rendre convaincantes. Et pendant des années, la communication événementielle, c'est devenu mon théâtre. J'ai eu la chance de travailler pour des grandes marques où mon rôle, c'était un peu de traduire leur histoire en expérience. Mais à un moment, je suis arrivée à un point de rupture où je me suis dit, ces marques, elles sont déjà grosses et avec tous tes conseils, tu contribues un peu à les rendre obèses. Alors qu'autour de moi, j'étais entourée d'artistes, d'entrepreneuses, d'étudiants, de chômeurs aux idées merveilleuses, mais qui n'avaient pas toujours les codes pour les partager et convaincre. Donc là, j'ai réétudié, j'ai fait la connaissance de Julien qui m'a présenté un monsieur très vieux, très très vieux, qui a presque 3000 ans aujourd'hui, et qui s'appelle Aristote. Aristote qui est un des pères fondateurs de la rhétorique, qui est l'art de convaincre. Et j'ai décidé, du coup, de transmettre. C'était aussi un moyen pour moi de réduire des inégalités, parce que la parole est un des premiers vecteurs d'inégalité sociale entre ceux qui manient bien les mots et les autres. Et je me suis rendu compte que la parole, c'était comme l'épine dorsale de l'humanité, et quand maîtriser les codes, c'est un peu comme avoir la clé de l'univers. Et aujourd'hui, j'aide les gens à se raconter avec éthique et tact.
Pourquoi t'avais pas de télévision ? J'avais pas de télévision parce que c'était un choix pédagogique de mes parents à l'époque pour me préserver du média qui était le plus plébiscité. Mais un truc qui est intéressant à savoir, c'est que mes parents sont ce qu'on appelle des transclasses. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prédestinés à faire carrière. Et leurs parents, de chaque côté, sont analphabètes. Donc, ils savent ni lire ni écrire. D'où l'importance de l'oralité dans ma culture. Et mon père, par exemple, quand il est arrivé en France à 18 ans, il avait 300 francs en poche. Et la première chose qu'il a faite, c'est s'acheter un dictionnaire et tous les jours apprendre une page de dictionnaire par cœur. Et ma grand-mère, elle rouspétait souvent mon grand-père quand il demandait aux filles, famille de femmes, important à savoir, 5 femmes et un homme, qui est le seul à pas avoir fait d'études parce que pour plein de raisons, mais hyper choyé. Et elle disputait mon grand-père quand il demandait aux filles de faire le ménage, de faire la cuisine, en disant « c'est hors de question, moi je m'occupe de tout, elles étudient. » Et en fait, mes parents, en grandissant, ont voulu tellement cultiver cet imaginaire qu'ils m'ont enlevé la télé. Et au final, mon imagination, c'est devenu ma télévision. C'est assez fou que tu aies eu l'assurance d'arriver dans la cour de récré et commencer à raconter tes histoires. Parce que pour me souvenir de cette époque primaire-collège, la différence n'est souvent pas très bien perçue et se retourne souvent contre nous. Donc, je sais pas, moi, je t'imagine arriver, commencer à raconter des mythes orientaux. Juste pourquoi tes camarades t'ont pas dit mais en fait ta gueule on s'en fout, nous on veut savoir ce qui s'est passé dans Love Story, tu vois. Ça a certainement dû arriver, des gens qui me disent attends, on est en train de débriefer de Love Story, mais tu me poses la question, donc j'essaie de me remettre un peu les images de ce moment-là. Moi je suis arrivée, j'ai grandi dans les beaux quartiers à Saint-Germain-des-Prés, alors que mes parents ont grandi dans des quartiers en banlieue parisienne, et en fait ils ont fait le sacrifice de louer un tout petit studio dans le 6e juste pour me permettre d'aller dans cette école-là. Et je pense que j'étais quand même un peu différente de toutes ces personnes-là. Et ça a dû sûrement impulser cette volonté de faire les choses différemment. Et la parole est une arme, et je l'ai compris assez tôt. Et je me suis dit, de toute manière, essaye. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et ça a cultivé un amour énorme. Et après, très tôt, j'ai su ce que je voulais faire, vers 13 ans. Mais la première règle, c'était surtout, je veux faire des études où il n'y a pas besoin de maths. Et quand tu dis que tu savais ce que tu voulais faire, ça c'est comment tu l'as conscientisé ? Je l'ai conscientisé parce que j'ai pas toujours été une bonne élève. Et les matières où je m'éclatais le plus, c'était le français, l'histoire et la philo. J'ai pas fait un bac L parce qu'à l'époque, tu sais, on disait non, bac L, ça ferme les portes, etc. Donc j'ai fait un bac ES. Et là encore, dans le bac ES, les matières que je préférais, c'était la sociologie. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu un mix de tout ça et je retrouve toutes ces matières, que ce soit la littérature, la rhétorique, la philosophie, la sociologie, parce que indispensable dans mon métier d'arriver à cerner, à comprendre, d'être dans une écoute active et de prendre en compte tous les paramètres sociaux qui vont faire qu'une personne est à l'aise ou est moins à l'aise à prendre la parole. Et ça s'est fait assez naturellement. Mon papa était dans les arts, dans le cinéma. J'aurais pu prendre la direction de faire un métier artistique, mais j'avais tellement aussi la pression de la société où on te disait à l'époque mais non, tu peux pas être dans le cinéma, tu peux pas être dans les arts, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Et j'avais une maman un petit peu rationnelle, donc tu vois, j'ai essayé de chercher un peu un métier qui ferait le mix entre les deux. Et à l'époque, ce qui m'est apparu, c'est le merveilleux monde du marketing et de la communication, qui me permettait d'allier créativité et un peu business. Et aujourd'hui, je suis un peu plus en rupture. Je peux travailler encore avec ces industries, mais vraiment en me concentrant sur l'humain. Est-ce que toi, t'as toujours été à l'aise pour prendre la parole ? Ça serait faux de dire que oui. D'autant plus en étant une femme, tu vois, quand il s'agissait de passer au tableau. Déjà, nous, en France, on n'a pas cette culture de l'oralité. C'est quelque chose qui est anglo-saxon. On voit bien aux États-Unis, ils sont hyper à l'aise, ils font le show, ils racontent des histoires, ils captent l'attention. En France, on n'a pas la culture de l'oralité. Nous, on a la culture de l'écrit. Et tous les moments qui étaient associés à la prise de parole à l'école, au final, c'est des moments où on était évalués. C'est des moments où on était notés. Et encore plus pour une femme, où on te disait montre pas trop tes émotions, n'en dis pas trop, n'en fais pas trop. Et les moments de stress, en fait, quand il s'agissait de passer au tableau, ne serait-ce que de se dire attends, je vais écrire au tableau, je vais me retourner, est-ce qu'on va regarder mes fesses, est-ce qu'on va voir si, tu vois, toute cette zone de stress, en fait, qui faisait que je n'étais pas à l'aise. Et j'ai commencé à l'être
je pense, quand j'ai vu les premiers effets. Et ça peut commencer par des anecdotes de, je sais pas, t'es en soirée, tu vas voir le DJ pour lui demander ton son et tu lâches pas jusqu'à qu'il mette ton son, ça tu me vois. parle, ça me parle. Qu'il l'a jamais fait. Et en fait, je me suis un peu matrixée au fur et à mesure parce qu'on disait, oh, quand même, c'est du culot. Alors oui, mais en me disant, quand il s'agit de prendre la parole ou de demander quelque chose, au pire quoi ? Au pire, c'est non. Et alors ? Personne aujourd'hui n'est jamais mort d'avoir pris la parole ou n'a tué quelqu'un en prenant la parole. En revanche, les mots et le pouvoir des mots peuvent créer des changements extrêmement puissants. Et donc, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Il y a des moments où je suis hyper stressée, quand je dois pas le faire dans ma langue. Juste là, en fait, aujourd'hui, avant de venir parler de quelque chose qui me passionne, on en a parlé un peu, c'est un premier exercice d'être filmé, d'être interviewé. J'avais cette zone de stress, j'avais même ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur, puisque tu l'as dit, tu interviewes des personnes qui sont connues et reconnues, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis normalement derrière la caméra. Et au final, je me suis dit que si tu me l'avais demandé, c'est parce que j'étais complètement légitime et c'est ce qui me permet au fur et à mesure d'être plus à l'aise. Quel conseil tu donnes à toutes les personnes que tu accompagnes et qui n'arrivent pas à se départir de ce stress, de cette peur finalement du jugement? J'imagine qu'il y a beaucoup ça derrière. Parce que c'est vrai que ce que je trouve assez difficile, c'est que parfois on a la volonté, mais ça suffit pas. Tu vois, avoir conscience du fait que stresser ne nous aide pas, oui, merci beaucoup, j'en ai conscience. C'est pas pour ça que j'arrive à y aller très sereinement. Alors déjà, il faut savoir que la peur de prendre la parole en public est la troisième peur la plus commune au monde, devant la peur de la mort et devant la peur de la maladie. Et c'est quoi les deux premières ? Ah, derrière ? Devant la peur de la mort et devant la peur de la maladie. Et c'est que les gens ont plus devant peur. Je sais plus, il y a des phobies d'avion, D'accord. Pour moi, la peur de la mort, c'était la première. Troisième. Alors, à recouper, parce que c'est une étude du MIT qui date maintenant, donc ça a certainement dû évoluer, donc c'est pas accurate. Mais parce que ce qui nous fait peur, c'est, comme tu l'as dit, le regard des autres et le jugement, le regard qu'on va poser sur soi. Et on parle souvent de cette confiance en soi. Moi, ce terme-là, j'en peux plus parce que la confiance en soi avec un grand chapeau, elle n'existe pas. On a confiance dans des situations qu'on maîtrise. Là, si Louise, je te dis, est-ce que tu peux aller me faire un thé ? Est-ce que tu vas stresser d'aller me le faire ? Non, tu te poses pas la question parce que tu as l'habitude et que maintenant, c'est devenu un réflexe. C'est pareil quand il s'agit de prendre la parole. Il faut comprendre que c'est une compétence, c'est une discipline. C'est pas c'est inné, tu nais avec ou tu n'es pas avec. Oui, il y a des gens qui sont plus à l'aise, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et ensuite, sur ce stress-là, le regard des autres, faut prendre conscience que tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Tu le vois bien aujourd'hui avec tes réseaux sociaux, tu as des commentaires qui sont dithyrambiques et d'autres commentaires dits des commentaires de haters. En fait, tu as deux possibilités. Soit te retourner le cerveau et te prendre la tête, aller les décortiquer et en fait ne plus du tout te concentrer sur le positif. Soit te dire qu'en fait, je pourrais jamais plaire à tout le monde, je ne suis pas responsable de ce qu'il pense. Si ça se trouve, ce mec-là, il s'est mal réveillé, il est très triste. D'ailleurs, c'est ce que je pense des haters. Je sais des gens profondément tristes et qui mériteraient de parler un peu plus de ce qu'ils ressentent plutôt que d'aller déverser leur haine. Et se dire, je suis pas responsable de ce que cette personne va penser. En revanche, je vais être responsable du soin que je vais apporter dans la préparation. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc, tu dois prendre soin de ton public. Et ensuite, sur le stress, il y a deux types de stress à identifier. Il y a le premier qui est ce qu'on appelle un stress normal. C'est, je suis un peu stressée, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai la bouche qui commence à devenir sèche, j'ai la respiration qui se coupe. Et dans ces cas-là, il y a des tips un peu pratiques, et notamment de la cohérence cardiaque pour restabiliser les battements de ton cœur, où tu peux imaginer dans ta tête un rectangle, où tu vas, juste avant ta prise de parole, inspirer pendant 5 secondes, bloquer ta respiration pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Et ça, au fur et à mesure, ça va stabiliser ton cœur, ce qui va stabiliser ta voix. Plein de petits tricks comme ça pour le stress dit normal. Je répète, le stress est normal. Annuler complètement le stress, ça n'existe pas. Les gens qui promettent de faire disparaître un stress, ça n'existe pas. Et il y a même du bon stress. Si vous êtes un peu stressé, c'est que ça veut dire que ça vous tient quand même à cœur. Comme moi, avant d'arriver, j'ai eu ce petit stress parce que ça me tient à cœur. Après, il y a le deuxième stress qui est vraiment le stress bloquant, où parfois tu peux être complètement tétanisé à l'idée de prendre la parole. Et là, il y a un schéma réactionnel qui va se dresser.
pour essayer de dépasser cette peur. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu ressens. Quel est le sentiment associé? Je parle de sentiment à différencier d'une émotion. Le sentiment, c'est j'ai hyper chaud, je me sens pétrifiée, c'est ce que je ressens. L'émotion, c'est j'ai peur, je suis en colère, d'identifier. Ensuite, d'essayer d'aller creuser un peu est-ce qu'il n'y a pas une situation que tu as connue dans le passé, consciente ou inconsciente, qui a pu un peu te traumatiser, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc, essayer de les identifier et ensuite de travailler dessus. Non pas pour toutes les péter et les transformer en croyances positives, mais pour faire la part de celles qui te sont utiles, de celles qui vont te protéger, de celles qui te sont complètement inutiles. Une croyance limitante, ça peut se créer, ça remonte souvent dans l'enfance, une personne à un moment donné qui t'a dit, je sais pas, le loose que t'as raconté, c'était pas du tout intéressant. En fait, tu sais, encore une fois, la personne s'est mal réveillée, ça n'a pas répondu à son besoin, c'était dans un contexte qui n'était pas approprié. Toi, tu vas avancer en te disant, toutes les prises de parole que je vais faire, ça va pas être intéressant. Parce que l'émotion qui va prendre le dessus, c'est la peur. La peur, c'est une émotion qui est censée nous protéger du danger. La peur, c'est là, je traverse, je vois une voiture arriver, je vais avoir peur, je vais avoir le réflexe de me reculer. Donc la peur a du bon, elle est censée nous protéger. Sauf quand elle est exacerbée par ce genre de relation et qu'en fait, elle devient complètement bloquante. Donc le travail pour dépasser ce regard des autres et oser prendre la parole, au-delà des outils, en fait, je peux te partager, et ce que je vais faire après, tous les outils de la Terre pour structurer. Étape 1, étape 2. Si tu fais pas ce premier travail, c'est comme pédaler dans la semoule. C'est des vases communicants. Ouais. Mais alors, comment faire ce travail? Parce que, comme tu l'as dit, parfois c'est inconscient. Et pour parler de ce que je connais, ça commence à aller mieux, je touche du bois. Mais je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote. Mais donc j'ai 2 sœurs. Et en fait, je me souviendrai toujours, un jour, je pense qu'on devait être, je sais pas, peut-être qu'on était en 6e. Et donc avec ma sœur jumelle, ma grande sœur qui avait 2 ans de plus était en 4e et on revient des cours et notre grande sœur nous dit les filles c'était horrible aujourd'hui, j'ai dû prendre la parole et en fait j'ai eu tellement peur de rougir que c'est trop bizarre mais j'ai rougi. Le fait qu'elle me le dise a déclenché en moi la peur que je me pose la question de rougir la prochaine fois que je prenne la parole en public, moi qui n'avais jamais tellement rougi avant. Et alors depuis ça m'a poursuivi vraiment des années et ça peut encore m'arriver, je sais pas si je vois quelqu'un et que je sais pas, il y a une histoire avec cette personne et que je me dis ne rougis pas, boum, tu peux être sûr je rougis. Et donc en fait, même si j'arrive à identifier d'où ça vient de cette phrase que m'a dit ma sœur quand j'avais 10 ans, je n'arrivais pas, ça commence à aller mieux, à m'en départir. C'est marrant ce que tu dis. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que tu sois jumelle et c'est fou le transfert que ça t'a fait d'une situation qui t'était pas adressée se transmet sur toi. Et après, sur la peur de rougir, moi, j'avais exactement la même chose. Et c'était horrible parce que je devenais rouge pivoine jusqu'à la racine des cheveux. Jusqu'à la racine de cheveux. Et en fait, ça a disparu avec le temps. Il y avait aussi la pratique. Alors, je peux pas exactement te dire de si tu vois quelqu'un qui te met mal à l'aise, si tu vas respirer 17 fois, lever 2 fois le doigt en l'air et boum, tu vas pas rougir. En revanche, quand tu es dans une prise de parole dite un enjeu, tu vois, dans un rendez-vous, sur scène, etc., si tu sais que c'est ton truc de rougir, tu le sais que quand tu vas être un peu stressé, tu vas rougir. Plutôt que d'essayer de le cacher, comme essayer de combler un trou avec de la pâte à dentifrice, où ça va encore plus se voir, en fait, dis-le, dans les premières secondes. Là, je me tiens devant vous, je vais prendre la parole sur un sujet qui me tient à cœur, et potentiellement, je vais rougir, je vais avoir le souffle qui va se couper, le cœur qui va battre la chamade. Sachez que c'est bon signe. Et là, boum. Tu coupes l'herbe sous le pied de toutes les personnes qui pourraient se dire « Ah, elle a rougi, etc. » Et en plus, à chaque fois, on se fait des scénarios d'anticipation sur la personne va penser ci, elle va penser ça. Mais en fait, tout le monde est tellement un peu obsédé par ces petits problèmes que même quand on croit qu'ils sont focalisés sur nous, si ça se trouve, ils sont en train de penser à ce qu'ils vont manger ce soir, à la dernière discussion qu'ils ont eue avec leur copine. Donc ça, faut s'en départir. Et si vraiment tu veux affirmer le truc, je vais rougir et c'est bon signe. C'est vrai. Et puis, je pense que tu as tout à fait raison dans le fait que c'est à force de ne pas trop s'en soucier. Je crois que c'est à partir du moment où, je pense que c'est mon psy qui m'avait dit, écoute, dis-toi, quand tu sens que tu rougis, dis-toi que, ok, tu rougis, t'en fous. Et en fait, ça désamorce parce que du coup, tu t'essayes plus de lutter contre un truc et t'es là, au pire, je rougis. Voilà, au pire, je rougis. Et alors, tu vois, et un peu désacraliser
ce qui parfois nous paralyse. Hein. Et c'est vrai que je sais pas si tu as étudié ça voilà, dans tout ce que tu as étudié, mais quand j'y pense, c'est assez fou à quel point on se soucie d'une pensée. Tu vois, imagine, je monte sur scène, je fais un discours, je rougis. Les personnes qui sont présentes se disent « Oh, la pauvre, elle rougit ». Une seconde après, ils pensent à autre chose et puis ils oublient complètement. Enfin, pourquoi est-ce que les pensées ont autant de poids sur nous ? Les pensées et les pensées négatives. Il est prouvé que aujourd'hui, si je te partage 10 informations et sur les 10 informations, il y en a 9 positives et une négative, ton cerveau va retenir la pensée négative. C'est comme ça, c'est de la neuroscience, c'est comme ça. Je vais te raconter une anecdote pour triquer un peu sa pensée. Dans la même époque que mon super pote Aristote, donc il y a à peu près 3000 ans, dans la mythologie grecque, il y a un monsieur qui s'appelait Pygmalion. Et Pygmalion, lui, il cherchait désespérément l'amour, il n'arrivait pas à le trouver, et c'était un sculpteur. Il a décidé un jour de prendre son petit marteau, je ne sais pas comment s'appelle cet outil, et de passer du temps à sculpter ce qui pour lui était la femme idéale. Et il lui a donné un prénom, Galatea. Et en fait, il a tellement visualisé cet amour avec elle que quand Aphrodite, la déesse de l'amour, est passée dans le coin, elle a eu vent de cette histoire, elle a été touchée et elle a décidé de donner vie à Galatea pour qu'ils puissent vivre pleinement leur amour. Ça a donné, c'est un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction aujourd'hui. Et il y a des chercheurs qui ont poussé l'expérience un peu plus loin, des chercheurs de Harvard qui sont allés dans une classe de collège, je crois, en prétendant vouloir faire des tests de QI. Donc, ils ont adressé le même test à toute une classe. Et au moment de rendre les résultats, ils ont décidé de biaiser les résultats de 20% des élèves dans la classe. Et ils sont revenus avec des résultats beaucoup plus élevés que la moyenne des QI. Et ils ont partagé ces résultats. Et ils sont revenus 1 an après pour voir comment ça avait évolué. Et il se trouve qu'en fait, ces élèves étaient devenus les élèves les plus brillants de la classe. La professeure n'était pas informée non plus, mais en fait, comme elle s'est dit, ils ont ces super résultats, le soin qui a été accordé à ces élèves a été un peu plus important. Et surtout, ces élèves ont grave pris confiance en eux en me disant, mais en fait, je peux complètement le faire. Et ça aussi, c'est l'effet Pygmalion. De comment tu vas biaiser ton cerveau, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, soit par l'extérieur, c'est pour ça que c'est très important aussi d'aller demander du feedback sur ses prises de parole à ses proches. On ne le fait jamais. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce que tu as aimé pour un peu nourrir cette estime ? Et les élèves se sont auto-convaincus que ce qu'ils faisaient, c'était très bien, et ils sont devenus brillants. Et ça, ça fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire que si toi, tu vas penser uniquement à « je vais être rouge, ça va se voir et ça voudra dire que je suis incompétente, que je ne maîtrise pas mon sujet », c'est très certainement ce qui va transparaître avec ton discours le plus préparé de la Terre. Donc, il faut s'exercer, encore une fois, à cette visualisation positive et de se dire, de se mettre 5 minutes après la fin de ton intervention de « ça s'est trop bien passé, ça m'a galvanisé ». Tu te forces à visualiser ces scènes-là juste avant ces prises de parole. Une des étapes, bien sûr, un des moyens. Comment savoir tout ça a changé, toi, ton quotidien et ta relation à toi-même ? Est-ce que tu as mis en place des pratiques que tu mettais pas en place avant ? Est-ce que tu as arrêté de faire des choses que tu faisais avant ? Enfin, tu vois, au fur et à mesure du savoir que tu as emmagasiné, comment ça t'a changé et façonné ? Honnêtement, ça a été une petite révolution. Parce que même si je suis plutôt à l'aise de base, tu vois, la majorité des coachs et formateurs, quand ils te racontent leur histoire, c'est j'étais extrêmement timide, j'étais tétanisée, et puis après, je me suis formée et ça a fonctionné. Ce qui n'était pas mon cas. En fait, ça a changé ma vie dans le sens où je me trouve plus impactante et au final plus fière un peu de moi-même et du regard que je vais porter. Et ce que j'ai appris et ce qui est hyper utile et que je peux partager aujourd'hui parce que je mets toujours en application, c'est comment un peu se préparer, parce qu'on parle beaucoup de cette préparation et il faut pas croire que y a des gens où c'est naturel et ils improvisent. Tu vois, Churchill qui disait mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus préparées. Et il y a des tips. Alors, important pour moi de reparler d'Aristote, parce que ça a été un peu les premiers à nous partager les fondements de la rhétorique qui remonte à la Grèce antique et qui permettait en fait aux habitants de la cité, donc les citoyens, de partager leurs idées pour contribuer au mieux vivre ensemble. Il nous a partagé un outil qui s'appelle la trilogie de la persuasion.
qu'il faut imaginer un peu comme un triangle. C'est un peu tout ce qu'un orateur ou une oratrice doit avoir dans sa mallette pour mettre le plus de chances de son côté d'être persuasif. Des choses que je continue d'utiliser et de penser aujourd'hui. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'éthos. Et tu vois, aujourd'hui, l'éthos, c'est devenu un peu éthique. Ça va être l'image que tu renvoies, la réputation, ce que tu as envie de dégager. Quelqu'un qui a un éthos très bien travaillé, normalement, avant même qu'il ouvre la bouche, quand il arrive quelque part, on est déjà convaincu. Ou c'est par exemple, si tu vas chez le médecin, tu vas le voir avec sa blouse, ses lunettes, potentiellement ses diplômes, tu es déjà un peu convaincu que ce qu'il va te partager, c'est sûr. Si je te dis l'éthos de Michelle Obama, femme inspirante, de poigne, qui prend soin de son public. Beyoncé, femme forte, pouvoir, etc. Louise, femme engagée, éthiquement importante, qui se bat pour l'inclusivité, pour plus d'égalité, etc. Donc ça, pour l'éthique et développer son éthos, c'est important de se demander quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer lorsque je prends la parole. Et non pas l'image que je pense renvoyer, non pas l'image qu'on m'a dit que je renvoyais, mais l'image que je veux renvoyer. C'est d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils peuvent prendre 2 minutes pour compléter la phrase et de se dire, lorsque je prends la parole, l'image que je souhaite renvoyer est l'image de quelqu'un d'inspirant, de convaincant, qui maîtrise son sujet. À vous de compléter avec autant d'adjectifs. Mais est-ce que là, on n'est pas piégé par l'ego ? Comment ça ? Pour moi, de penser comme ça, j'ai un tableau là, Nourris ton âme, pas ton ego, que j'avais designé l'année dernière, et qui est très important parce que je trouve qu'on est tellement dans une société qui nous pousse à se soucier de l'image qu'on aimerait renvoyer plutôt que de ce qu'on veut vraiment être. Que tu vois, si moi je te dis j'ai envie de renvoyer l'image de... la femme qui maîtrise tout, hyper sûre d'elle, qui n'a peur de rien et tout, ok, mais la vérité c'est que c'est faux. Je ne suis pas comme ça. Donc est-ce que c'est ce que je dois rechercher, sachant que finalement je ne pourrai jamais l'atteindre ? Je ne sais pas si tu pourras jamais l'atteindre, peut-être que si. Et il y a une différence à faire entre ego et vanité. L'ego, il n'y a pas que du mauvais dans l'ego, parce que dans l'ego, il y a une partie aussi qui est censée protéger. C'est ce qui te permet de mettre des limites, c'est ce qui te permet de dire non. Et juste d'y penser en amont, en te disant, voilà ce que j'aimerais incarner pour les autres, voilà comment je me sentirais mieux. Au contraire, je pense que c'est prendre soin de ceux qui t'écoutent. Et c'est pas, quand on va prendre des exemples qu'on va pas citer en détail, d'arriver et de dire moi, de toute manière, je suis la meilleure, je vais tout défoncer aujourd'hui, je vais tout rafler si je lance une nouvelle entreprise sur mon marché. Mais c'est juste pour savoir un petit peu plus qui on est. Est-ce que ça serait pas la recherche d'une vie ? Si. D'arriver à poser des mots. Et ça peut être j'ai envie que les gens voient mon côté drôle, j'ai envie que les gens voient mon côté bienveillant. Mais juste de déterminer, ça va aussi te permettre de te rappeler les choses que t'aimes, les choses dans lesquelles t'es bonne. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on arrive à se le rappeler sans se dire je suis en ego trip. Donc alors, ça c'est l'éthos. Ethos. Ensuite, tu as le logos. Le logos, c'est la partie argumentation, la partie logique. Ce que je suis en train de dire, normalement, c'est des cours de première ou de terminale qui sont complètement passés à la trappe. Ah oui. Ouais, complètement. Ah oui, c'est fou. Et le logos, c'est la logique, c'est comment tu vas construire un argument de manière plutôt rationnelle, avec des chiffres, avec des stats, avec des preuves. Admettons que après l'émission, on se dit qu'on va manger ensemble. Toi, tu as envie d'aller manger, des burgers, et moi, j'ai envie d'aller chez le Coréen. Et pour te convaincre... J'ai choisi... T'as besoin de me convaincre. J'y vais, je signe. J'ai envie d'aller manger... japonais. Non. Bon, dans la démarche, toi, je peux prendre un argument pour te dire, Louise, tu sais, ce soir, aller manger coréen, ça va être meilleur pour la santé, ça va être plus léger, et ça va être plus bénéfique qu'une pizza ou un burger. En fait, c'est rationnel. Mais ça veut pas dire que c'est ça qui va te convaincre. Regarde. Parce que tu m'as dit, moi, tu me dis coréen. Ça fait écho parce que, boum, ça te ramène plein d'autres souvenirs. Mais pour convaincre, on a quand même besoin d'un peu de rationalité. Je te prends un chiffre clé. Aujourd'hui, on a fait un sondage et il y a 77% des interrogés qui déclarent avoir besoin de conseils pour mieux prendre la parole en public. Il y a 70% des personnes interrogées qui déclarent avoir peur de prendre la parole en public. Tu vois, c'est des choses qui sont rationnelles et qui vont nourrir la crédibilité de ce que tu es en train d'avancer. Ça, c'est le logos. Et ensuite, il y a le pathos,
qui est trop souvent négligé, et un mot qui est galvaudé, parce qu'aujourd'hui, quand on dit pathos, on a l'impression que ça va être le côté hyper tire-larme, avec l'émotion qui déborde dans tous les sens, alors que le pathos, c'est la partie émotionnelle. Comment j'arrive à créer du lien avec ceux qui m'écoutent, à susciter des émotions. Je te prends un exemple, il y a cette émission que j'adore qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Et je fais un petit aparté, pardon, mais maintenant je me suis dit que j'allais placer à chaque fois les noms des épisodes. Si vous aimez aussi Qui veut être mon associé et que vous voulez écouter les jurys, j'ai reçu Kelly Massol sur InPower, je mettrai le lien par description. J'ai reçu Tony Parker sur InPower, je mettrai le lien. Et j'ai reçu Anthony Bourbon, et je mettrai le lien. Est-ce que c'est tout les filles ou j'ai reçu quelqu'un d'autre ? C'est tout ? Bon, les autres... Ah non, oui, j'allais dire Stéphanie Delestre, mais non, je suis passée dans son podcast à elle. Voilà. Merveilleux. Bah, mais il m'en reste 2. Peut-être qu'un jour, on te verra aussi sur la scène de Qui veut être mon associé. Ah si, j'ai eu, parce que j'ai des amis qui sont passés, là. Il y a eu Victor du Guide Ultime. Victor, big up, on t'embrasse, I love you. Et... Moi aussi, je te connais pas, mais t'as l'air sympa. Donc mais tu l'adorais. Il a trop bien pitché le truc. En plus, c'est ce qu'il a fait. Il a fait, je pense que c'est, je sais pas s'il y a c'est un nom, cette stratégie, tu vas nous dire. Mais en gros, il était assis comme ça. T'avais le jury en face, il était avec son associé. Et là, il commence à dire bonjour. Et il fait, voilà, on a un défi à vous partager. Sortez votre téléphone, tapez le Guide Ultime sur Instagram, parce qu'il connaissait pas. Si il n'y a pas une seule personne que vous connaissez qui nous suit, parce qu'on peut voir ça sur Instagram, on vous vend notre boîte pour 1 €. Donc déjà, génial. genre, boum, énorme prise de risque entre guillemets, parce que le mec s'avance de ouf. Et évidemment, ils avaient tous genre une vingtaine au moins de personnes qui connaissaient, qui suivaient le Guide Ultime. Donc voilà, je sais pas si ça porte un nom, mais c'est une super stratégie. Ça s'appelle un moment star, S-T-A-R, et en anglais, ça veut dire « something they will always remember ». C'est le fait, dans les premières secondes qui sont cruciales, l'accroche, de les mettre en action, de les mettre en interaction et en participation. Tout de suite, ton cerveau va se dire « Ok, j'ai envie d'aller plus loin ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps d'attention, il est ultra limité, encore plus, et tu le sais autant que moi sur les réseaux sociaux, on scrolle et tu vois, en fait, je pense que c'est peut-être moins d'1 seconde pour décider si tu vas regarder la vidéo ou pas. C'est chaud. Et en fait, à l'oral, c'est exactement la même chose. Une personne, elle va mettre en moyenne 3 à 8 secondes max pour décider si oui ou non, elle va écouter la suite de ce que tu es en train de dire. D'où l'importance de l'accroche. D'où l'importance de mettre du pathos, 3e pilier, de l'émotionnel dès les premiers instants. Tu peux commencer avec un chiffre, il y a plusieurs types d'accroches avec un chiffre clé, une question, une anecdote, mais ça c'est something they will always remember. Et c'est super que tu donnes cet exemple parce que ça démontre encore à quel point oser sortir des carcans, ça fait la différence. Moi, je pitié qu'on arrête de se présenter en disant bonjour, je m'appelle Jean-Michel First et je suis là pour vous parler de mes nouveaux pneus sans plastique. C'est d'ailleurs la première chose que tu m'as dite quand je ferai le discours. Je sais plus ce que tu m'as dit, mais tu m'as dit j'espère que tu vas pas commencer en te présentant. Et moi j'étais là, oui. Si. Perturbant. Ouais, c'est contre-intuitif, on va dire. Contre-intuitif. Mais c'est pour ça que ça fait la différence et que ça capte l'attention. C'est tellement primordial dans les premières secondes d'aller les chercher, d'aller les captiver. Oser la différence, commencer par une anecdote. Bon, vous pouvez garder la politesse et dire le bonjour, mais ça s'arrête là. Et pour revenir sur l'exemple de Qui veut être mon associé, il y a 2 jeunes entrepreneurs qui avaient une vraie innovation qui permettait de un peu révolutionner le mode de consommation dans la grande distrib avec un nouveau produit. Produit quali, innovant, avec un marché, une opportunité de business, de développement de cette entreprise, de générer du chiffre d'affaires. Tout était là. Sauf que le pitch a été une épreuve, bon, ce qui est normal. Et en fait, le retour qui a été fait par les jurys, c'est l'idée, elle est super, le business, il est hyper opportun, mais on n'y va pas parce que vous avez créé aucun lien avec nous. Et qu'on est dans une phase aussi qui doit être de séduction. Moi, je peux te demander en fait de m'envoyer ton business plan, je peux voir que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, si j'ai envie d'agir, de passer à l'action, c'est l'humain qui va me convaincre en numéro 1. Donc, mettez cette émotion. Donc, en résumé, pour conclure sur la trilogie de la persuasion, c'est ethos, l'image que je renvoie, se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer et travailler pour. Et l'ethos, c'est aussi communiquer sur ses valeurs. On en parle beaucoup et les valeurs, moi, je travaille avec pas mal de marques et elles restent juste sur un onglet d'un site internet. Alors que communiquer sur ses valeurs, c'est de donner des exemples de ce que tu as fait en ce sens. Tes valeurs, c'est le partage. Qu'est-ce que tu as fait pour le partage? C'est la loyauté, c'est l'humanité. Et en fait, c'est ça qui va permettre aussi
aux autres de t'identifier. Comme toi, aujourd'hui, tu es identifié sur tes terrains d'expression, c'est parce que t'en parles en détail, que tu les illustres, que tu donnes des exemples concrets. N'ayez pas peur de creuser et de donner un peu de vous pour qu'on s'attache un petit peu à vous. Ethos, logos, logique, argument, donne-moi des chiffres clés, des stats, quelque chose qui me prouve en fait que... c'est pas juste une opinion. Exactement, et que c'est indéniable. Mais ça ne suffit pas, parce que si ça suffisait, tout le monde ferait du sport tous les jours, tout le monde mangerait 5 fruits et légumes par jour, personne ne fumerait, tout le monde est convaincu de ça, mais c'est pas pour autant qu'ils agissent en ce sens. Tout le monde ne mangerait plus de viande, tout le monde ferait hyper attention à la planète. On espère qu'on est en bon chemin. Et donc, l'élément plus qui va faire passer à l'action, pathos, l'émotion. Parce qu'on a longtemps cru qu'on était des êtres rationnels. Et on nous a toujours appris à fonctionner comme ça, même quand on faisait un exposé. On est un peu en train de réciter ces chiffres, ces stats. On n'est pas des êtres rationnels, on est des êtres émotionnels dotés d'une capacité de réflexion rationnelle. Et une fois que tu en as pris conscience et que t'oses... c'est le chemin une des routes vers le bonheur, parce qu'il est inatteignable également. Et c'est tout ça que je continue de m'appliquer aujourd'hui au quotidien. Je commence à me préparer, je me pose des questions. Et là, il y a 5 questions indispensables à se poser avant chacune des prises de parole pour clarifier. Tu vois, je sais pas, tu as préparé un rendez-vous, un entretien, une réunion avec ton équipe, avec tes collaborateurs, tu as un temps qui est donné. Et il y a souvent ce truc, encore plus quand c'est une idée, un projet qui te tient à cœur, de par quel bout je vais commencer. La première question à te poser, c'est à qui je m'adresse ? C'est qui mon audience ? Qui est-ce que j'ai en face de moi ? Et là, en fonction de si c'est un public de néophytes, donc d'amateurs qui ne connaît pas du tout le sujet, tu vas vulgariser un peu plus les termes que tu vas employer. Donc, ton champ lexical est particulier. Si c'est tes collaborateurs, ils ont la même expertise que toi, ton champ lexical va être un peu différent, plus technique. C'est comme, j'imagine, quand tu fais des repas de famille, tu vas pas parler de la même manière de ton métier à ta grand-mère qu'à ta sœur qui a le même âge. Ça coule de source. Ça aussi, dans une prise de parole, c'est à préparer, à prendre en question. Ensuite, c'est quoi mon objectif ? À la fin de ma prise de parole, je serais contente si les gens se sentent comment, dans quelle émotion j'ai envie de les mettre, et qu'ils fassent quoi ? Un call to action. Et ça revient à pas terminer une prise de parole. Voilà, merci de m'avoir écouté. Quel passage à l'acte ? Comment je pourrais quantifier le fait que ma prise de parole a été un succès ou pas ? 3, c'est mon message clé. Si je devais retenir une seule chose de ma prise de parole, qu'est-ce que ça serait ? Moi, dans mon cas, c'est la rhétorique est un outil hyper puissant pour motiver les gens à créer des changements positifs. Ensuite, c'est 4, c'est quoi tes promesses de changement ? Les personnes qui m'écoutent, parce qu'encore une fois, on ne parle pas d'éloquence, d'éloquence qui est l'art de bien parler, quelqu'un qui est agréable à écouter. On entend, et en France, on connaît beaucoup plus le mot éloquence que le mot rhétorique. Rhétorique, c'est l'art de convaincre pour passer au changement. Et donc, la 4e étape, c'est quoi mes promesses de changement ? Quels seraient les bénéfices de cette personne de passer à l'action sur mes recommandations ? En gros, c'est un peu comme se dire comment la personne pourrait être une meilleure version d'elle-même, better self, même si cette expression-là, aujourd'hui, je pense qu'elle tend à évoluer. C'est pas une meilleure version dans le sens performance. Meilleure version, c'est dans le sens où je me sens bien au quotidien. Mieux-être, ouais. Et ça s'arrête là. Et la 5e question pour se préparer, c'est quoi les freins potentiels ? Qu'est-ce qui retiendrait quelqu'un de passer à l'action ? Qu'est-ce qui retiendrait quelqu'un de se former à la prise de parole ? Est-ce que c'est le budget ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est le temps ? D'étudier un peu tout ça pour avoir des arguments qui vont venir lever ces freins. Ça, c'est des tips, encore une fois, pour se préparer et être plus confiant et conscient. Que ce soit la trilogie de la persuasion ou ces 5 questions clés à se poser, est-ce que tu peux nous partager peut-être à quel point ça a changé le quotidien d'une personne que tu as accompagnée ? Parce que c'est vrai, moi-même, et je pense peut-être d'autres partagent ce préjugé, on a l'impression qu'il y a une inégalité presque innée de l'art de prendre la parole, que ce soit la rhétorique ou l'éloquence, et qu'en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ouais, ok, ça peut marcher pour les autres, mais ça ne marchera jamais pour moi ». Est-ce que toi, tu as eu des cas presque désespérés, tu vois, j'ai envie de dire, et où tu as observé leur transformation ? De manière flagrante. Et le mot que tu as employé, c'est le bon, c'est vraiment une transformation. Il y a un vrai avant-après, comme quand on va Google des photos de stars avant-après chirurgie.
C'est exactement le même effet. Et nombreux et nombreuses, parce que évidemment il y a plus de femmes qui arrivent. J'expliquerai pourquoi le évidemment après. Il y a plus de femmes qui arrivent en se disant bon, franchement, je le fais. Mais j'y crois pas trop. Et en fait, en travaillant, et il faut que ça s'étende dans le temps, hein, c'est faux de dire tous les trucs qu'on va voir de stage express, formation, prise de parole en 1 heure ou en 1 journée. Tu peux être initié, mais c'est que en pratiquant sur la durée que tu vois les effets. C'est comme apprendre à conduire, exactement comme un muscle. Tu vois, moi, je fais de la dyspraxie. C'est comme de la dyslexie, mais des mouvements. Et pourtant, j'adore danser. C'est vraiment ma passion. J'adore danser et j'ai le sens du rythme. Mais quand il s'agit d'aller dans un cours de danse et qu'on me dit bras droit, main gauche, eh ben, tu peux être sûr que je fais main gauche, bras droit. Et en fait, j'étais persuadée que j'arriverais jamais à travailler sur ça. Et au final, je me suis forcée à aller à des cours de danse avec une femme qui s'appelle Mariam Kaba, qui fait de l'afro-vibe, qui est incroyable à Marseille, tous les dimanches matins sous le soleil et à la mer. Et en fait, à force d'y aller, à force de pratiquer, et ben cette dyspraxie, elle est en train de s'effacer. Et je reprends confiance en moi. C'est exactement ce qui se passe dans mes accompagnements où en vrai 70% on va parler de d'où viennent les freins, d'où viennent ces blocages, et ensuite de la mettre en avant dans un contexte qui est hyper bienveillant. J'adore l'humain, j'adore les femmes, je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de fort en chacun et à chacune d'entre nous. Il suffit juste de tomber sur la bonne personne qui va venir le révéler. Et ensuite, en fait, ça change, je pense, littéralement leur vie, en tout cas dans ce domaine-là, parce que elles sont plus à l'aise au travail, elles peuvent plus s'affirmer, elles peuvent obtenir des promotions, des augmentations. Même au sein de leur famille, elles osent plus prendre la parole, que ce soit auprès de leur conjoint, auprès de leur famille. Et en fait, tout simplement, elles se sentent plus libres et plus à l'aise. Pour moi, c'est le plus beau métier qui puisse être, parce que ça agit tellement sur le perso et sur le pro. C'est la partie que je préfère dans mon métier, de recevoir ces petits messages de « Merci, c'est énorme tout ce que ça a pu débloquer. Voilà, avant, je passais à côté d'opportunités et maintenant, je me crée ces opportunités-là. » C'est ça que ça a changé. Et comment tu fais pour ne pas te lasser de partager les mêmes conseils? Alors, bien évidemment, les histoires sont différentes, hein, et c'est peut-être ça la réponse. Mais, je sais pas, de l'extérieur, je me dis, peut-être que c'est bon, quoi. Une fois que tu connais les outils qui permettent de maîtriser l'art de la rhétorique, au bout d'un moment, peut-être tu tournes en rond, quoi. Je pense que tu tourneras jamais en rond sur cette discipline. Moi, par exemple, aujourd'hui, je continue de me former. Tous les jours là, je suis en train de continuer de me former en ligne sur le storytelling, sur l'influence, sur la rhétorique. Là, je vais continuer de me faire accompagner par une autre coach qui va venir me faire monter en compétences. Donc en fait, c'est un puits tellement intarissable qui mélange de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie, des lettres, de l'intelligence émotionnelle, qui pour moi sont un peu les composantes essentielles de la vie, que je pense que tu peux jamais te lasser. Ensuite, sur les conseils, en vrai, c'est jamais les mêmes. La structure reste la même, parce que moi, je réinvente rien, en fait. Je vais me sourcer auprès de quelqu'un qui a 3000 ans. Aujourd'hui, on parle un peu plus de storytelling et compagnie, mais je réinvente rien. Mais c'est comment, et ça c'est ma capacité, j'arrive à adapter le conseil pour qu'il soit le plus pratique en fonction de l'environnement de la personne. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement timide. Il y a des gens qui sont timides et qui, ça a longtemps été une tare. Moi, je décide qu'au final, non, on va en faire une force et on va cultiver cette timidité, mais pas pour qu'elle soit subie, pour que ça soit un trait de personnalité. Et après, il y a une autre catégorie de personnes qui sont vraiment tétanisées, qui n'y arrivent pas du tout. Et avec une honnêteté intellectuelle, parce que je ne suis pas coach en développement personnel ou psy, ces personnes-là, je les réoriente parce que je ne suis pas la bonne personne et il y a un traumatisme un peu plus profond. Moi, je vais accompagner les gens qui savent qu'il y a un point bloquant, mais qui ont quand même envie de progresser. Et après, ça fait des chocs à pic. Quel slogan. Qu'est-ce que tu as appris sur le storytelling? Alors, j'ai appris auprès d'un monsieur particulièrement qui s'appelle Joseph Campbell, qui est, si je prononce bien, un mythologue.
Attention à pas confondre avec un mythomane. C'est un homme qui, dans les années 50, s'est un peu intéressé à toutes les œuvres cinématographiques ou littéraires qui galvanisaient les foules, qui captaient l'attention en essayant de percer un peu ces secrets d'écriture. Et en fait, il s'est rendu compte que il y avait 12 étapes. 12 étapes qu'il a appelées le voyage du héros. Et si tu veux, je peux te donner un exemple concret. On va prendre Harry Potter. Ah, très bien. Ok. Décidément, putain, entre la Corée et Harry Potter, tu tombes quand même très bien. Harry Potter, je vais pas faire les 12 étapes parce que c'est un peu long, je vais les résumer en 6-7 étapes. Première étape sur le storytelling, je rappelle la définition, c'est l'art de raconter des histoires pour convaincre en utilisant les émotions. Là, c'est le principe du storytelling. Étape 1, qu'on appelle le monde ordinaire. C'est le monde connu, c'est un peu ton contexte de départ. Dans le cas d'Harry Potter, c'est un enfant de 10-11 ans qui vit dans le placard à balai sous les escaliers de son oncle et sa tante. Monde ordinaire, monde connu. Étape 2, ce qu'on appelle l'appel à l'aventure. C'est un événement externe, une rencontre qui va venir un peu perturber ce monde ordinaire et lui donner envie de se mettre en mouvement. Là, c'est la scène où il est dans le salon et il y a une chouette qui arrive dans le salon pour lui livrer une enveloppe en lui indiquant qu'il est attendu pour faire sa rentrée scolaire dans une école de magie. Appel à l'aventure, je me mets en mouvement. Étape 3, la quête, l'objectif. Là, Harry Potter, il se rend compte que les forces du mal sont en train de revenir sur le début de revenir dans le pays et que potentiellement, il est la personne en mesure de les combattre. Sauf que, c'est pas si simple. Sur son chemin, 4e étape, des obstacles, des embûches. C'est ça qui va créer un petit peu le suspense. C'est toutes les batailles qu'il a menées et il n'a pas toujours été vainqueur. Jusqu'à la 5e étape, résolution finale, combat ultime. Attention spoil, Harry Potter, à la fin des opus, il réussit à combattre Lord Voldemort. Étape 6, on en tire une morale. C'est quoi le message que je veux partager en revenant dans mon monde ordinaire ? Et dans Harry Potter... Fugué à 11 ans. Mais en fait, il y a autant de morale qu'il y a d'individus. Il y en a qui vont te dire c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la force du collectif, c'est le partage, c'est l'abnégation. Mais il y a autant de morale que d'individus. Et en fait, cette structure-là, donc que je rappelle, monde ordinaire, quête, appel à l'aventure, obstacle, morale, et aujourd'hui, si tu veux utiliser le storytelling, tu reprends exactement les mêmes étapes pour te raconter toi. Plutôt que d'arriver à un entretien, par exemple, où on va te dire, présentez-vous. Et on va voir le cas classique de, après un bac S, j'ai entrepris des études en marketing et communication. Fort de mon expérience et de mes compétences en Excel et data, j'ai pu entreprendre un stage. En fait, on l'a tous et toutes fait. Et c'est normal parce qu'on nous apprend pas à comment le faire. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu arrives en commençant par une anecdote, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait au début. Quand tu m'as demandé de me présenter. J'aurais pu te dire « Bonjour, je m'appelle Sana, je suis entrepreneuse et je suis formatrice, coach et enseignante en prise de parole. » Bon, plus chacun a sa définition. Mais c'est comment je parle de mon monde ordinaire. Donc, mon monde ordinaire, situation initiale, j'ai grandi sans la télévision. Mon frein, ma quête, j'ai voulu cultiver un royaume pour raconter ces histoires-là. Et j'avais ensuite un objectif parce que je me suis rendu compte que autour de moi, il y avait des gens qui avaient des idées merveilleuses, mais qui ne savaient pas toujours les raconter. Sur ma route, j'ai des obstacles parce qu'en France, on n'a pas cette culture de l'oralité, tout le monde n'a pas les codes, il y a une inégalité sociale entre ceux qui font des études, ceux qui maîtrisent les codes et les autres. Et ma morale, c'est qu'aujourd'hui, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc, s'il vous plaît, démocratisons l'art de la rhétorique, parler. Voyage du héros, mes 5 étapes. Et ce qu'on appelle le storytelling. Une des structures. Le storytelling est une des structures pour raconter une histoire, pour être convaincant et captivant. Quels sont les autres ? Tu as des types de plans. Par exemple, on parle de qui veut être mon associé, qui reprend un plan dit analytique de pitch. La définition du pitch, ça vient d'Hollywood. C'est en fait des réalisateurs pas connus qui allaient chasser des producteurs et un producteur en prenant un ascenseur lui a dit écoute tu as exactement la durée de l'ascenseur pour me raconter ton film, ce qu'on appelle elevator pitch. Et ensuite tu as un plan plus chronologique, donc étape 1 l'accroche, ça dans n'importe quelle structure, n'importe quel plan l'accroche. Ensuite tu exposes le problème. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème c'est la glossophobie, la peur de prendre la parole en public. Ensuite, tu arrives avec une solution. Ça tombe bien, je suis là pour vous aider à être plus confiant avec une arme de construction massive, comme dit Clément Viktorovitch, qui est l'art de la rhétorique. Ensuite, tu as une étape un peu
espoir, désir, tout ce que ça va pouvoir changer en moi. Imagine te sentir plus à l'aise pour défendre tes idées, tes causes, tes projets positifs. Et tu finis avec une 5e étape qui est un call to action. Alors dès aujourd'hui, je vous invite à vous former en allant lire les articles qui sont sur mon site, qui sont sur mon blog. Et si tu veux finir en drop de mic, petite punchline de moi je vous apprends à vous raconter avec éthique et tact. Ça c'est un plan plus analogique. Accroche, problème, solution, espoir, désir, call to action, conclusion. Qu'est-ce qui fait que même en suivant ces schémas et ces méthodes, il y ait des storytelling qui nous parlent plus que d'autres, qu'il y en ait qui sonnent plus juste que d'autres? Parce que, tu vois, je remarque de plus en plus ce genre de format très répétitif où ça fait très copier-coller. Et je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il faut éviter pour justement pas que ça sonne faux? Très bonne question. Il faut éviter d'être faux. Quelque chose qui n'aura jamais d'égal à aucune préparation, c'est son authenticité. Je te prends un exemple récent. Il n'y a pas longtemps, tu as présenté les pré-victoires de la musique. Ouais. Et ce qui en ressort, c'est la remise de prix de Zao je vais écorcher son nom, donc je veux bien de Sagazan. De Sagazan. Ce qui en ressort, c'est quand elle est arrivée sur scène, pleine d'émotions, pas préparée, c'était pas construit, mais c'était hyper fort. C'était hyper fort parce qu'il y a une phrase qu'on en a retenue. Elle dit, je crois, être sensible, c'est être vivant et on ne sera jamais trop vivant. Être sensible, c'est être vivant et on ne sera jamais trop vivant. En fait, la première partie de son discours n'est pas préparée, c'est décousu, ça va dans tous les sens, c'est hyper chargé en émotions, on connecte. Mais son discours est mémorable parce qu'il y a quand même une petite phrase qui a été préparée. Cette phrase-là, elle l'a pas sortie, c'est son claim. Tu vois, c'est un peu peut-être sa signature. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et surtout, garder cette authenticité. En fait, on se parlait au début de cet entretien d'avoir un déroulé. Et toi, tu me dis, en fait, moi, je suis dans l'instant, je prépare pas, je go with the flow. Soit. Mais ça n'empêche pas à une autre personne de préparer un peu juste pour se sentir un peu plus conscient. Et si sur le moment, il y a des choses qui te viennent, surtout garde ça. Le naturel ne remplacera aucune préparation. Moi, je te donne juste des outils pour être moins stressé, plus clair, déjà c'est hyper important, et un peu plus convaincant. Mais garde ton naturel. Et il y a une différence vraiment entre aussi, on me posait souvent la question, notamment des étudiants, entre persuader, convaincre et manipuler. Parce que là, les outils, en vrai, que je suis en train de te partager, tu peux en faire ce que tu veux. Hein. Quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui va t'amener à faire quelque chose sans même que tu saches pourquoi tu es en train de le faire. Mais tu le fais. Persuader, c'est quelqu'un qui va t'amener à créer un changement qui, normalement, va être bénéfique. Et cela n'empêche pas qu'il soit aussi bénéfique pour lui. Donc, après, à vous de placer votre éthique là où vous le voulez. Moi, je prendrais toujours cette bienveillance. Mais bien sûr, de garder son naturel, son authenticité, c'est pas grave si c'est décousu. De toute manière, moi, je prône de prendre la parole par tous les moyens. Donc, d'oser. C'est décousu, ça va dans tous les sens. Et avec le temps, ça va vous donner envie de monter en compétence. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. T'arrives, toi, à ne pas te comparer à des personnes qui maîtrisent particulièrement bien cet art qui est le tien? Je me compare pas, je m'inspire plutôt. Et j'avais une boss qui m'avait dit, de toute manière, si tu commences à te comparer, tu trouveras toujours mieux et toujours moins bien. Donc j'ai pas ce côté, et je pense que je l'ai travaillé à force d'être au contact de personnes d'horizons complètement différents et de faire ce travail aussi sur moi-même. J'ai pas de comparaison, j'ai plutôt de l'admiration et de l'inspiration. Et si je me compare et que ça soulève un truc pas très cool en moi de « Ah, mais elle parle beaucoup mieux que moi » ou « Il parle beaucoup mieux que moi », bah, c'est que j'ai un truc au final plus profond à régler avec moi-même. Et là, on en revient aux commentaires sur les réseaux sociaux qui sont mesquins, aux commentaires pas constructifs, parce que la critique, attention, la critique est bonne, mais que quand elle est constructive. Sinon, à la poubelle. Je m'inspire, mais je pourrais pas te dire que je m'inspire de personnalité, je m'inspire de gens qui m'entourent. J'ai la chance d'être entourée de femmes et d'hommes incroyables que j'ai envie de pousser. Après, il y a une femme que j'aime bien qui s'appelle Safia Souael, si j'écorche pas son nom, qui fait des chroniques poétiques. Et il y a des gens qui sont encore plus très naturels. Moi, j'admire par exemple Mélissa Torio. Tout à fait. Qui arrive à avoir la juste dose entre le rationnel et l'émotionnel.
Et j'admire, après, des gens de ma famille, j'admirais énormément ma grand-mère. Tiens, c'est marrant sur ça parce que hier, j'étais au téléphone avec ma tante et je lui demandais de me raconter... ma grand-mère, elle me racontait ses histoires. Elle parlait pas français, elle parlait arabe. Et quand j'étais petite, je comprenais pas très bien. En plus, c'était de l'arabe dialectal quand elle racontait les histoires. Et elle avait toujours un petit rituel. Elle me prenait l'avant-bras. Il y avait un rituel pour commencer à raconter les histoires où elle dessinait un peu le village où allait se passer l'histoire. Et après, elle me demandait de choisir le chemin A ou le chemin B. Et en fait, ces histoires, je suis en train d'en faire un petit recueil qui va être ensuite un podcast. Et hier, j'ai demandé à ma tante de me rappeler une des histoires. Et elle me le fait en français. Et en fait, là, je me rends compte que c'est la première fois que je comprends l'histoire. En fait, j'ai jamais compris l'histoire, mais que juste avec la gestuelle, juste avec la tonalité, ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est la musicalité de la voix. J'ai réussi à avoir des images, j'ai réussi à être embarquée. Et parfois, ça suffit. Au-delà des mots, arrêtons de nous concentrer sur les mots. C'est juste une des 3 composantes d'une prise de parole, qui sont le verbal, les mots, le paraverbal, ce qu'il y a autour des mots, et le non-verbal qui est le corps, comment tu vas utiliser ton corps. Et le paraverbal qui est la musicalité de ta voix. Comment on travaille sur le paraverbal et le non-verbal ? Si tu veux, on peut se faire un petit jeu, petit exercice sur le paraverbal. Le paraverbal, ce qu'on appelle la prosodie, c'est la musicalité de ta voix. Si aujourd'hui je te fais écouter une musique et que ça fait... je sais pas si ça va marcher, mais... Vas-y. C'est ma musique. Donc on va travailler parce que ta voix, c'est un instrument de musique, ok ? Tu vas me raconter, je sais pas, soit ce que t'as fait ce week-end, soit... T'aimes bien cuisiner, toi ? Ah ouais, plus manger, mais j'aime bien cuisiner aussi. Est-ce qu'il y a une recette en particulier que t'aimes particulièrement faire ? Écoute, je me faisais la réflexion récemment, et peut-être, je vais arrêter de dire les vrais, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Arrête de dire les vrais, c'est pas parce qu'on sait pas qu'on n'est pas des vrais. » Je vous aime tous, ne vous inquiétez pas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, les vrais, parce que ça reprend cette idée aussi de légitimité. Quand on parle, par exemple, de cuisine, en fait, t'as pas besoin d'être un chef pour faire des lasagnes qui sont délicieuses. Totalement. Donc, faut arrêter d'aller chercher cette reconnaissance. C'était vrai ou pas vrai, c'est ta vérité. Voilà. L'important, c'est d'essayer. Mais donc, voilà, les personnes qui me suivent depuis quelques temps savent qu'il y a une recette que je me faisais beaucoup à l'époque, quand j'étais encore chez mes parents. Mon fig cake, voilà, qui était fig cake. Okay. J'ai pas trouvé d'autres noms. Ok. Mais vraiment, c'était tellement bon. Franchement, à décrire, ça va paraître vraiment dégueu. Et certains osaient me dire que c'était même visuellement pas très beau, mais je nie. C'était en fait des flocons d'avoine, du skyr et de l'eau bouillante. Je crois que c'était vraiment quasiment les seuls ingrédients que je mettais. C'était au micro-ondes, parce qu'en fait, je peux plus le faire parce que j'ai pas de micro-ondes maintenant chez moi. Que je mettais au micro-ondes et que je laissais ensuite reposer toute la nuit au frigo, très important. Et les toppings qui allaient le mieux avec, c'était beurre de cacahuète et Cheerios. Voilà. Donc, dites-moi si certains et certaines d'entre vous sont de cette époque, se rappellent du fig cake. Et alors regarde, je te propose un truc encore. Tu vas vraiment la transmettre pour de vrai, cette recette. On va le refaire. Tu vas me la raconter étape par étape. Et dans ma main, mon doigt, imagine que c'est un bouton volume. Si je baisse mon doigt, tu vas parler de plus en plus doucement. Ah non, quelle horreur. Je ne ferai pas d'ASMR sur ce podcast, je vous le dis. Si je baisse mon doigt, tu vas parler de plus en plus doucement. Et plus je le lève, plus tu vas parler fort et ainsi de suite jusqu'à hurler. Mais si je le redescends, tu vas nuancer et revenir au milieu. Tu as compris ? Ok, on va le faire et tu vas me reprendre ta recette depuis le début. T'es prête ? Je m'excuse par avance pour les différences sonores que ça va générer. Ok, donc depuis le début. Alors, vous prenez du coup un saladier, vous allez mettre des flocons d'avoine dans un mixeur et vous allez mixer pour que ça fasse un peu comme une farine de flocons d'avoine. Ensuite, vous allez rajouter du skyr. Du skyr, c'est donc un yaourt assez épais et vous allez mettre de l'eau bouillante. Ok, bien. On va le refaire une deuxième fois et ça, ce bouton-là, ça va être le bouton débit. Plus je l'augmente, plus tu vas accélérer ton débit et plus je le descends, plus tu vas parler lentement. D'accord. Ok. Ça n'a pas d'influence sur le volume. Mais... Ouais, je vais arrêter de crier, vous inquiétez pas. Okay. C'est parti. 1, 2, 3.
Nous prenons donc des flocons d'avoine et nous allons pouvoir ensuite rajouter de l'eau, puis nous allons ajouter le skyr. Le skyr, c'est un yaourt assez épais qui permet d'avoir une texture assez agréable. Ensuite, vous allez mettre le tout au micro-ondes pendant 5 minutes. J'ai envie de me claquer. Trop bien. J'ai envie de me baffer. C'est pour répondre à ta question de comment ça se travaille, ce paraverbal, et c'est un des nombreux exercices qui existent. J'ai volontairement exacerbé le jeu pour t'emmener très bas, très haut, très vite, pas très haut. Mais en fait, il faut s'entraîner de cette manière-là, parce que on n'en peut plus des trucs monotones. Et souvent, ce qui se passe, et même en présentation à l'école, ça donnait, quand on lisait un truc, nanana, 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 nanana. Nanana, 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 nanana. Et généralement, il y a le corps qui balance avec. Nanana, 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 nanana. Donc, tu t'entraînes comme si tu étais en train d'écrire un instrument de musique, à varier ta tonalité, à varier ta voix, et surtout à prendre conscience du pouvoir des silences. Ma phobie. Le silence dans une prise de parole est parfois ce qui fait le plus de bruit. On a tendance à croire que dans un temps réduit, tu vois, si je te dis, allez, t'as 3 minutes pour me pitcher, tu vas croire que plus tu vas parler vite, plus tu vas pouvoir en dire. C'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'a pas le temps de retenir. Donc, prends le temps de marquer des silences devant des mots dits importants. Un silence avant et après, pour que ton cerveau ait le temps de s'imprégner de ce qui est en train d'être dit. Et comment on peut travailler sur nos tics de langage ? Les fameux tics de langage. Il y en a qui sont naturels et qui contribuent. Après, si tu vas être un peu plus pratique, il y a ce fameux tic de langage. Si tu veux, déjà la première règle, c'est plus t'es préparé, moins il y aura de parce que c'est censé combler des hésitations dans ta pensée. Donc tu peux quand même en laisser. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un post-it et j'écrivais en gros devant moi. Et en fait, le fait de l'avoir tout le temps devant les yeux, ça me rappelait qu'il fallait pas que je l'utilise. Un des tricks. D'accord, ouais. Et après, tu peux t'entraîner. En fait, on pourrait là refaire un exercice qu'on ne fera pas, où tu vas me parler et à chaque fois que tu vas dire je vais faire ça. Comme ça, tu vas te rendre compte à la fin que j'ai tapé 56 fois. En fait, il s'agit juste de les conscientiser. Ça disparaîtra pas complètement. Regarde, moi aussi, je garde un peu ces E. En plus, on est français. C'est charmant d'avoir le E qui nous laisse un peu dans notre pensée. Tant que ça ne devient pas qu'à chaque fin de phrase, j'ai envie de dire que c'est important de pas dire E. Horrible. Ah, c'est marrant, c'est apprécié par les langues étrangères, nos E ? Je sais pas, tu m'as dit ça. Mais c'est vrai que c'est fou. Vu que je regarde mes séries en coréen, je me rends compte à quel point la langue est beaucoup plus expressive que la nôtre. Enfin, en fait, c'est même pas la langue, c'est même les expressions du visage. C'est marrant, je sais pas ce qui explique les différences culturelles de façon de parler, quoi. Alors, je ne connais pas trop en coréen, mais ça serait hyper intéressant de faire une étude linguistique qui, encore une fois, en France, c'est pas tout ce que je viens d'expliquer, c'est la culture d'écrit. En revanche, on a quand même, en France, un territoire d'expression qui est splendide, parce que, en comparaison aux anglo-saxons, pour un mot, une idée, enfin, pour une expression, une idée, généralement, il y a un mot. Alors qu'en France, en moyenne, on peut dire de 12 manières différentes la même chose. Et ensuite, la voix va énormément changer, même les cordes vocales. Par exemple, je sais pas si ça t'arrive de prendre la parole en anglais. Oui. Tu n'as pas la même voix. Ah non, ouais. Tu n'as pas la même voix. Donc, c'est comment tu vas t'amuser un peu à travailler tout ça. J'ai pas de chute, là, je sais plus où on va. C'est pas grave, mais tu vois, c'est bien quand on n'a pas de structure. Écoute, j'ai bien envie de te demander aussi, c'est un peu lié, mais l'art de la conversation. J'avais fait un peu un podcast là-dessus au tout début d'InPower en 2018 avec Fanny Auger, que j'embrasse. Et je sais que c'est un complexe de la part de pas mal de personnes, cette peur de ne rien avoir d'intéressant à dire. Que ce soit en public ou que ce soit en privé, que ce soit pour un date, que ce soit avec des amis. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ? Est-ce que c'est une problématique que tu as rencontrée avec les personnes que tu accompagnes ? Et comment finalement on peut travailler cet art de la conversation ? Alors, il y a plusieurs choses. Sache que la croyance limitante, je ne suis pas intéressante, est celle qui est dans le top 3. Avec le regard des autres, je ne suis pas compétent, je ne suis pas intéressant. Et alors, moi aussi, il y a certaines fois où je me suis dit ça. Il y a certaines fois où je n'étais pas intéressante du tout. Et encore une fois, comme sur les rougeurs, c'est OK. On ne peut pas tout le temps intéresser tout le monde. C'est intéressant que tu me demandes ça, parce que je lisais des articles sur ce qu'on appelle les small talk.
J'ai mis ça sur Aparté, j'ai mis ça, tu sais, Hinge, c'est une app de rencontre sur laquelle je suis. Ouais. Et tu peux mettre ma peur la plus irrationnelle et tu dois remplir. Et j'ai mis le small talk. C'est vrai? Ouais. C'est quoi qui te fait peur dans ça? En fait, je déteste ça. C'est même pas ça, que c'est même pas ma peur, c'est genre, je perds une énergie à parler pour rien dire. Donc, en fait, je préfère qu'on me parle pas. Ok. Donc, tu vois, vraiment, genre, me parle pas si c'est pas pour dire un truc vraiment challengeant, intéressant, stimulant. Parler de la pluie et du beau temps, ça m'angoisse beaucoup. Mais small talk, en fait, on l'a très souvent résumé à la pluie, à parler de la pluie et du beau temps. Donc, ça a été très péjoratif. C'est les discussions sans fond, les discussions pour broder quand t'as rien à dire. Mais je pense qu'il faudrait un peu revaloriser le small talk parce que quand tu penses, c'est ces premières secondes où avec un peu de small talk, tu peux créer du lien et ce qui te permet parfois de rentrer un peu plus en profondeur dans une conversation. Je suis pas en train de vous dire, et au contraire, encore une fois, osez arriver avec un small talk qui ne parle pas de la pluie et du beau temps. Raconter, je sais pas, une anecdote de ce qui s'est passé sur votre chemin pour venir ici. Raconter, commencer par un fait d'actualité que vous avez vu hier parce que c'est approprié au contexte dans lequel vous êtes. En fait, c'est une partie small talk parce que t'es pas dans ton cœur du sujet. Mais on peut pas arriver et dire quel est ton livre préféré? Pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas? Mais je sais pas pourquoi on a des formalités qui n'intéressent personne. Et ça pourrait déstabiliser, je pense, la personne qui est en face de toi. Après, à toi de la mettre assez à l'aise. Tu sais, un des secrets pour bien s'exprimer et bien prendre la parole, c'est de savoir écouter. C'est la règle numéro 1. Aujourd'hui, on s'écoute plus. C'est le grand mal de nos sociétés. Ou alors on s'écoute pour savoir à quel moment on va pouvoir prendre la parole. Et je pense que si tu veux cultiver cet art de la conversation, pose des questions. Si toi, tu sais que ça te fait chier quand quelqu'un va te parler de la pluie et du beau temps, commence par lui poser des questions. Alors ça peut être ton livre préféré, ça peut être lui demander pourquoi il est à cet événement. Pose des questions, le pouvoir du pourquoi. Et ensuite adapter et créer un lien et une synergie. Il y a qu'avec les petits vieux que j'arrive à faire du small talk. Et tu parles de la pluie et du beau temps? Bah ouais, parce qu'ils adorent. Mais je m'en fiche, je suis juste contente de leur parler. Donc cultiver cet art de la conversation, et moi je te cache pas qu'il y a des moments aussi où je peux être dans des situations qui m'ennuient un petit peu. En revanche, je pense qu'on a tellement à apprendre et à gagner, et surtout c'est le message, sortez de votre zone connue, sortez de... On est tous et toutes parfois dans des microcosmes, dans des entre-soi. Allez vous confronter à des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes idées que vous, qui sont opposants, que vous auriez limite envie de bip, bip, bip. Allez vous confronter, c'est ça qui va nourrir votre esprit critique, c'est ça qui va nourrir votre argumentaire. Moi, parfois, tu sais ce que je fais? Je vais dans des terrasses de café, toute seule, j'arrive un peu en avance de mes rendez-vous et je fais ce qu'on appelle rentrer dans la matrice. J'écoute. Pas du tout en mode voyeur, mais je me dis... À vous. Mais non, parce qu'il n'y aura pas d'impact derrière, mais je me dis, ok, là, je suis en train de potentiellement assister à une conversation de 2 personnes que je n'aurais jamais rencontrées, et peut-être qu'ils vont m'apprendre quelque chose sur la vie que je ne saurais pas. Donc, art de la conversation, oui, par pitié. Évidemment, restez dans votre zone de confort, ou si c'est trop chiant, si la personne est super chiante, super imbue d'elle-même... Ça sert à rien de se forcer. Ouais. Ça sert à rien de se forcer. Et pour sortir, il y a une technique qui est assez marrante de demander, je sais pas, un événement, est-ce que tu pars en vacances prochainement? Est-ce que tu vas revoir Michel prochainement? Et la personne va te répondre, ah bah oui, je pars là. Bon bah génial, d'ici là, porte-toi bien, ça va être super les vacances. Boum, porte de sortie un peu plus brute que... Ouais. T'as une accroche bien pour les mecs ou femmes quand tu sors? Moi j'avais une période, j'avais 2 trucs. Il y avait l'accroche... Bon, alors je suis pas quelqu'un de très entreprenante, mais il y avait l'accroche de « Mais t'es pas le cousin de Camille ?» Et donc là, il va te dire « Camille ?» Potentiellement, il dit laquelle, sinon il te dit « Non, pas du tout. »« Ah, mais si, mais je suis sûre. Mais attends, mais tu t'appelles comment, du coup ?»« Ah, ok. Moi, c'est Zana. » Boum. Et après, j'avais une accroche de lourdasse. On parle de ce genre d'accroche dans rencontre, un peu. Oui. Une accroche de lourdasse. Admettons que tu m'intéresses et que je viens de te voir et je te demande tu fais du violon? Donc là, tu me réponds non, je fais pas de violon. Génial, c'est notre premier point commun. Ah ouais, faut avoir l'assurance. Encore une fois, je le répète. Au pire, c'est non. Au pire, j'ai pas envie de parler. Ouais. Au pire, c'est ça. Et moi, je le fais aussi dans l'autre sens. Et c'est complètement OK. Et je pense qu'il faut se frotter d'ailleurs au non.
On en a tellement peur. Mais en fait, c'est comme tout. Plus on s'en prendra, moins on en aura peur. Et le mais non, plus on l'évite, plus on en aura peur. Et le non, pour moi, c'est le début d'un autre oui. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, je tiens quand même à rappeler la notion de consentement. Oui, non, mais... Si la personne vous dit non, et il y a des... elle ne veut pas toujours dire oui. Voilà. Mais c'est exactement ce que je suis en train de prôner. C'est que, en fait, non, c'est non. Parfois, il y a des figures d'autorité. Je te donne un exemple. Par exemple, les clubs, les boîtes, c'est le seul endroit où, en fait, tu peux pas trop négocier. Si quelqu'un te dit non, en fait, c'est non. Et ça s'arrête là. Et donc, c'est la même chose dans la vie. Ça sert à rien d'insister quand quelqu'un te manifeste un non et que tu dis ah non, mais je vais continuer d'essayer de le convaincre, d'être hyper poussif. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, parfois, entre être heureux ou avoir raison, bah, on préfère quand même être heureux. Donc, un non, ça ne change rien. Qu'est-ce qui t'a le plus transformé ou qu'est-ce qui t'a été le plus bénéfique ces 5 dernières années? C'est le cadre et le contexte de mon métier parce que j'ai plusieurs types de publics. J'ai à la fois des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont en phase de levée de fonds et en fait, ça m'a rendue encore plus fière de cette génération, de ma génération et celle qui arrive de me dire mais en fait, il y a des gens qui sont brillants et qui sont en train vraiment de contribuer à ce changement positif. Donc c'est la chance de tous les jours rencontrer des gens au parcours de vie différents. C'est le fait ma petite échelle d'avoir l'impression de contribuer à réduire un tout petit peu ces inégalités en allant partager dans des assos, j'habite à Marseille, dans des assos des quartiers nord ou en bénévolat, ces tips pour la prise de parole et en fait de m'endormir sereine, même si je suis fatiguée parce que j'ai une forte activité, c'est une fatigue qui est heureuse et c'est tous les petits pas vers le mieux que je peux apporter aux autres. Je me sens utile. Ça me redonne de l'espoir et j'ai envie qu'il y ait une grande armée du bien commun et du pouvoir de la parole qui sont en train de se créer. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Aujourd'hui. Pas mal. Et tu sais ce qu'on dit des premières fois? Généralement, on ne les oublie jamais. J'en suis ravie. J'en suis ravie. Si tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent un ouvrage ou un film ou un podcast, une ressource qui t'a particulièrement marqué, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, un ouvrage qui est assez difficile, qui est rhétorique et qui est en 12 exemplaires de Aristote. Mais après, il y a des choses plus accessibles dans l'art de la narration. Par exemple, une série qui est Mad Men, qui est un peu sur l'effervescence de ce qu'on appelle du storytelling. À vous, encore une fois, de faire preuve de discernement. On se parle de publicité pour des marques. Moi, je suis contre cette surconsommation et c'est pour ça que je veux plus aider des marques à aller convaincre des gens d'acheter, mais essayez de vous les appliquer à vous. Et je pense qu'en première étape, pour commencer à s'auto-former, il y a un blog qui est génial, qui est le blog de Panache, donc la boîte au sein duquel j'étais pendant les 3 ans avant de monter cette boîte. Et c'est plein d'articles hyper concrets pour commencer à s'auto-former seul en fonction des différentes situations qu'on va vivre. Comment préparer un entretien, comment négocier une augmentation, comment devenir le champion de la répartie, comment, etc. Donc, première ressource en accessibilité, blog de Panache, série. Et encore une fois, échanger avec les gens et formez-vous. C'est ça qu'on n'a pas, c'est pas dans notre culture de demander de l'aide. Je sais pas si c'est ça. Après, c'est aussi dur de trouver les bonnes personnes. Moi, je me suis fait coacher 2 fois. Honnêtement, ça m'a servi. Je pense pas que ça valait le coup. Enfin, rapport qualité-prix, tu vois. Et donc, forcément, c'est difficile, quoi, cette peur de se dire je vais sauter le pas, me faire accompagner, mais je sais pas derrière tellement ce que je vais en ressortir. Bien sûr, parce que c'est quelque chose où on va pas te dire tu vas pouvoir, grâce à cette formation, obtenir une augmentation de plus 60% après 3 mois de formation. Et tu as raison sur quelque chose, c'est difficile, je pense, de trouver la bonne personne, surtout aujourd'hui, en plus le titre de coach, on le voit un peu à toutes les sauces. Rien ne vous empêche. Pour moi, par exemple, quand je me fais accompagner, il y a un critère qui n'est pas rationnel, mais c'est la voix de la personne qui va faire si oui ou non je me sens à l'aise. Aujourd'hui, il y a aussi des ressources gratuites. Je te disais que j'étais en train de me former sur Coursera. Là, je suis en train de suivre une formation HEC en partenariat avec l'Université de Montréal qui est gratuite et qui est de 28 heures. Mais encore une fois, il faut avoir certaines bases. Ensuite, il existe des formations qui sont finançables avec ton CPF, donc tu n'as rien à perdre, entre guillemets. Et Panache propose notamment des formations en CPF. Et rencontrer
Ouais. Appelez-moi. Je mettrai Et c'est ça vrai, dans les parce notes. que T'as raison, mais c'est pour ça que c'est bien les podcasts ou les recommandations, c'est que tu peux te faire un avis avant de signer, quoi. Bien sûr. Et la recommandation, moi, dans mon activité, au final, c'est, je pense, 95% des clients avec lesquels je travaille. Je pense même pas que j'ai fait de la prospection. Ça revient aussi à l'éthos d'Inspirer Confiance. C'est des gens qui ont testé, qui ont été convaincus et qui vont en parler et ainsi de suite. Et puis, essayez aujourd'hui, faites preuve de discernement, feeling, il n'y a pas feeling. Et puis, important de quand même arriver avec un cadre, de réussir à identifier un peu son besoin. Première étape. C'est vrai. Première T'as raison. étape. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que t'aimerais entendre? Plein de gens. T'en as déjà eu pas mal. Ok. Je parlais de Mélissa Torieux tout à l'heure. Elle se fait très discrète et je pense que c'est à juste titre. Et encore une fois, pour moi, elle incarne cet impact parce qu'elle a un réel impact avec ses partis pris de documentaire, cette rationalité, cette douceur et cette force tranquille. J'aimerais beaucoup l'entendre à tes côtés. Mélissa, si tu nous entends. Et enfin, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Si je reste sur mathématiques, pour moi, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc, je vous dirais de prendre la parole et de ne pas attendre qu'on vous la donne. Et prenez-la avec éthique et tact. Merci beaucoup, Sana. C'était hyper chouette. Vraiment, je suis très contente d'avoir pu te recevoir. Et je pense que les personnes qui nous écoutent et qui sont encore là aussi, si jamais ils veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur ton accompagnement, où est-ce qu'on les redirige? Alors, sur mon site internet que je suis en train de terminer de construire, où il y a une newsletter et sur la page Instagram. Très bien, je mettrai tout ça Je dans peux les passer notes. un dernier message qui est Vas-y. hyper important pour moi parce que cette matière-là, pour moi, là aujourd'hui, le gouvernement a décidé de remettre le théâtre comme matière obligatoire. Génial, Ah, c'est yes. chambé, je savais pas du tout. C'est top. En revanche, il faut savoir que le théâtre, dans l'art de la rhétorique, il y a une différence avec le théâtre. Le théâtre, c'est savoir être dans la peau d'un autre personnage. Et la rhétorique, c'est savoir parler de soi. Donc, je passe vraiment un appel aux ingénieurs pédagogiques, aux écoles, aux départements, pour que cette matière redevienne une matière obligatoire dès le collège C'est et vrai. le plus tôt possible. Mais fais l'appel au gouvernement même, hein. Parce Appel que au je gouvernement, sais qu'il y a remettez des la députés et rhétorique. ministres qui nous écoutent. Et en effet, ça m'aurait tellement servi. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que apprendre à prendre la parole, c'est une des compétences les plus utiles dans notre vie perso comme professionnelle. Surtout à l'heure des intelligences artificielles qui sont en train d'inonder le marché, on peut pas se battre contre ça, c'est comme essayer de se battre contre un tsunami. Aujourd'hui, à hard skills égales, ce qui fera la différence, c'est la manière dont vous allez vous raconter. Remettons cette matière, remettons-la obligatoire, l'art de la rhétorique, de la prise de parole dès le plus jeune âge. Et je serai là pour créer toute cette armée de personnes qui ira transmettre et continuer de cultiver rhétorique et quintilien de nos jours. Très beau projet. Merci Sana. Merci à toi, Louise.